Dans l'actualité des idées aujourd'hui, les comparutions immédiates, une justice de classe. On en parle avec notre invitée Dominique Simoneau, chroniqueuse judiciaire au Canard enchaîné, auteur de Coups de barre, Justice et injustice en France, un recueil de ses articles, de ses chroniques publiées dans les 5 dernières années sur les bancs des comparutions immédiates. Dans la salle d'audience, juges, procureurs, avocats de la défense, le plus souvent commis d'office et des victimes, des prévenus pris sur le flet en flagrant délit, comme on dit, puisque les comparutions immédiates sont aujourd'hui les enfants de ce qu'on appelait les flags à l'époque. Bonjour Voilà. Dominique Simoneau. Bonjour. Plus de 20 ans que vous suivez ces audiences. Est-ce que dans cette dernière année, ou ces 2-3 dernières années, puisque ce recueil rassemble 5 ans de vos audiences, de celles auxquelles vous avez pu assister, vous avez eu le sentiment d'une sociologie nouvelle dans ces chambres? Beh, disons, la dernière année, il y a eu une sociologie nouvelle qui est apparue, c'est celle des gilets jaunes. Je pense que les comparutions immédiates en 2019 vont énormément augmenter quand on fera les comptes. Et sinon, non, parce que c'est toujours une classe sociale, c'est pas nos enfants qui défilent dans le box. Je le dis souvent quand je suis invitée à voir les avocats, les magistrats ou les élèves, ce sont des enfants, parce que ce sont de très jeunes personnes, pas mineurs évidemment, parce que sinon ils passeraient pas en comparution immédiate, mais ce sont des gens très jeunes, en majorité des hommes, et issus des quartiers difficiles, et c'est plutôt des pauvres. Hmm. Ce sont pas des enfants de ministres. Ça n'a pas changé. Cette Non. question, parce que ça fait quand même plusieurs années que des professionnels du droit, des journalistes, des associations aussi, de prévenus, d'accusés, témoignent de cette justice dite expéditive, tirent la sonnette d'alarme et espèrent un changement. Ça n'a pas marché? Pas du tout. Heu, moi, ça fait 20 ans, vous vous rendez compte? 20 ans. Avant, j'étais étudiante, j'y allais déjà au FLAG, et après, quand j'ai été éducatrice à la pénitentiaire, j'y allais toujours, et il y a aucune différence, et même elles se sont non seulement, ça ne s'est pas amélioré, mais le nombre s'est accru terriblement. On en est à 52 000 en 2018. Je pense qu'on était à 30 000, 4-5 ans avant. Peut-être pas 4-5 ans, mais 7-8 ans avant. Ça ne fait que croître. Pourquoi? Parce que c'est un moyen de gérer la délinquance, les flux de délinquance. C'est pratique, la compa. Les magistrats se plaignent, mais ils font le job, comme on dit vulgairement, c'est-à-dire qu'ils siègent jusqu'à pas d'heure. Peut-être vous avez vu dans les journaux dernièrement, il y a eu une audience à Marseille qui s'est terminée à 6 heures, plus de 6 heures du matin, à Paris 3 heures. L'autre jour, j'étais à Boulogne-sur-Mer, on a fini à 3 heures du matin. Vous pensez que les juges sont en état de juger à 3 heures du matin, et les prévenus en état de défendre, et les avocats en état de plaider? Non, cette différence-là, non, je ne la vois pas. Je la vois dans d'autres choses, oui. Il y a des différences avec avant, mais c'est pas sur la procédure. Dans quel sens a été mis le coup de barre, pour reprendre le titre de votre recueil, Dominique Simoneau? Pourquoi on a choisi ça? Non, oui, dans quel sens il a été mis dans l'idée du coup de barre? Bah, Est-ce du que coup c'est de un coup barre de barre à que droite ou à gauche? Ou est-ce que c'est c'est disons aussi, que on c'est un imagine, un coup coup de de barre gueule à travers le c'est coup un de coup barre? de barre que les condamnés prennent sur la tête, Ouais. et c'est, oui, un coup de barre, plutôt à droite qu'à gauche. Vous dédiez le livre à Vamara Kamagaté, qui avait été accusée à tort d'agression sexuelle il y a une dizaine d'années, qui a eu beau clamer son innocence. Oui. Sur le moment, personne ne l'a entendu, jusqu'à ce que l'accusatrice, et non pas la victime, l'accusatrice, reconnaisse avoir affabulé. Entre-temps, il avait fait de la prison, Vamara Kamagaté, ça l'avait détruit. Est-ce qu'il a obtenu depuis réparation? Est-ce que la justice, en somme, à travers cette affaire qui a été assez exemplaire, montre qu'elle sait reconnaître ses erreurs? Elle l'a montré dans ce cas-là, c'est vrai. Elle l'a montré puisqu'elle a suspendu, à peine la jeune femme, d'ailleurs dont il faut saluer le courage. Tout le monde, je pense, quand, il y a des fausses accusations. Il y en a, pour les agressions sexuelles, il y en a pour les cambriolages, je vois pas pourquoi. Il y en a même pour des crimes, donc forcément il y en a certainement plein, pas mal pour des plus petites affaires que des crimes. Heu Et elle a eu le courage de venir avouer qu'elle avait menti, pour tout un tas de raisons, tant pis, on va pas les expliquer là. Mais Vamara Kamagaté a fait 6 mois de prison, pendant lesquels il a eu un AVC, et il m'a appelé en sortant pour me dire sa gratitude. Il bégayait, il avait gardé son AVC,
Et je vais vous dire, je raconte pas la fin de l'histoire dans la dédicace, mais hélas, il est mort quelques mois après sa sortie de prison, d'un second AVC. Et donc, oui, la justice a su reconnaître ses erreurs, mais pas vraiment si vous voulez, cet homme, il a été brisé par cette histoire. En prison, il a fait cet AVC, il en a eu un peut-être, je peux pas vous dire, peut-être qu'il aurait eu cet AVC autrement, mais je pense qu'il a été énormément secoué, et il y a de quoi, par la prison de Fresnes et par le sort qui est réservé, aux attoucheurs sexuels en prison. Qu'est-ce qui est aussi emblématique dans cette affaire? Est-ce que c'est l'engrenage qui se met en marche et une fois en marche que rien ne parvient à arrêter? Est-ce que c'est, et c'est ce qui vous a marqué, l'absence de garde-fou dans ces moments-là? Eh bien, oui, je le pense, parce que on voit des relax parfois très rares, hein, en comparution immédiate, c'est rare. Mais on voit des affaires très, très mal préparées qui arrivent, si vous voulez, dont on sent bien qu'il y a des failles, qu'il y a des trous, qu'on ne comprend pas comment cette histoire a pu arriver sur le bureau du juge, et pourtant elle va être jugée. Dans l'affaire de Vamara, c'est ça qui s'est passé. Il avait, je dirais entre guillemets, tout pour plaire. Africain, sans papier, sans logis. Eh ben, il disait, c'est pas moi, eh ben, personne ne l'a cru. Alors, quand on tombe sur un avocat qui vous croit, c'est déjà compliqué, et qu'on est innocent, c'est déjà compliqué de se faire entendre, mais avec un avocat qui vous croit pas, c'est peine perdue. Et de pouvoir le prouver aussi, apporter les preuves de la part de l'avocat, si C'est-à-dire tant que est qu'il vous croit. normalement, la preuve Ouais. est c'est à l'accusation de prouver, mais là, c'était en sens inverse. Voilà, à charge ou à décharge. Ce sont les comparutions immédiates, Dominique Simoneau, des procédures de jugement immédiates. Quelles sont les autres particularités de ces compas, comme elles ont été surnommées? À quand elles remontent? Quelle histoire elles ont, ces comparutions immédiates? Eh bien, elles ont été inventées en 1863. Et déjà, les professionnels de la justice les critiquaient pour leur ultra-célérité. Un juge d'instruction s'était alarmé, il disait, «Ma crainte, c'est on présente au tribunal des affaires mal préparées. Il n'y a jamais plus de risque d'erreur judiciaire que dans l'ultra-rapidité». Ben, on pourrait reprendre ça, mais les magistrats en sont d'accord, les avocats aussi. Mais c'est une machine, comme vous dites, une sorte d'engrenage dans lequel tout le monde est pris. C'est pratique. Les flux de délinquance s'évacuent comme ça. On juge les gens, on juge les gens. Et puis, c'est une manière de s'assurer que les prévenus seront bien à leur jugement. Parce que les magistrats vous disent que quand ils les convoquent à une audience ultérieure, souvent ils ne viennent pas. Pour moi, c'est une machine à condamner, sans sans rien ou pratiquement rien savoir de la personne qu'on juge, et c'est ça qui est qui me gêne terriblement. Par exemple, on entend, très souvent, parce que énormément de je vous ai dit, c'est beaucoup de jeunes garçons, de jeunes hommes issus des quartiers, difficiles, pauvres, d'une classe sociale pauvre, et beaucoup, énormément, ont été mis à la porte par leurs parents ou ont été placés dès leur petite enfance ou dès qu'ils étaient bébés. Quand on entend un magistrat débiter d'une voix comme ça: «Monsieur, vous avez été placé dès votre plus jeune âge, à 8 mois, et puis vous avez été ballotté de foyer en foyer, de famille d'accueil en famille d'accueil». On se dit: «Ah, mon Dieu, mais c'est une vie ça, c'est une vie dont on aimerait savoir ce que ça a fait sur lui, les dommages que ça a causé sur lui. On aimerait savoir, on aimerait en savoir plus, mais non, on passe comme ça, comme si c'était pas grand-chose». Vous savez, Guy Georges, le fameux Guy Georges, notre tueur en série et violeur en série, il a été condamné plusieurs fois en comparution immédiate avant d'en arriver là. Je me dis toujours, eh ben, si ça se trouve, si on avait plus élaboré, si on avait plus réfléchi, si on avait mieux compris, peut-être on aurait repéré à temps que quelque chose déraillait très fortement chez lui. Au lieu de ça, il a été renvoyé en prison chaque fois, 3 mois, 6 mois, 18 mois. Voilà.
Alors, les comparutions immédiates sont présentes partout sur notre territoire, de Oui, Paris à Bobigny, en passant par Grenoble, Bordeaux, Versailles. Vous avez fréquenté toutes ces salles d'audience, ces palais de justice, Dominique Simoneau, et il y en a plus d'une centaine de récits d'audience dans ce livre, Coups de barre, justice et injustice, qui paraît au Seuil. Est-ce que vous diriez que chacune des audiences que vous racontez est à la lecture? C'est parfois effarant, parfois aussi mordant. Vous racontez et vous humanisez, comme toujours, énormément aussi ces situations, de l'humain. C'est ce qu'on comprend, c'est ce qui manque énormément dans ces audiences. Est-ce que vous diriez néanmoins qu'elles participent toutes, en gros, d'un même schéma judiciaire? Et si oui, lequel? Comment on peut raconter, ce schéma judiciaire, hem, il correspond, à des si je peux dire, à des prévenus dont personne n'a rien à faire. Ça, ce sont des gens dont on n'en a rien à faire. pourquoi sont-ils là globalement? Ils emmerdent le Mmh. monde. Donc alors, il y a les voleurs, les cambrioleurs, les agresseurs sexuels, énormément de frappeurs de femmes, heu, énormément de conjoints violents, beaucoup plus qu'avant. Je pense parce que les femmes osent plus porter plainte et que mine de rien, leurs plaintes sont surtout mieux prises en compte. Heu, il y a des trafiquants de stupes, il y a des mais parfois des gros trafiquants. Il y a des passeurs de migrants, il y a des alcoolos, il y a des clodos, il y a des toxicos, il y a tout ce qui finalement, tout ce qui empoisonne la vie de la cité peut-être, certainement, mais qui mériterait qu'on s'y attarde mieux si on voulait que ça change. Que quand les gens ressortent, vous savez, j'ai été éducatrice à la pénitentiaire, très longtemps, donc je sais comment ça se passe à l'intérieur. Je sais que la drogue y circule comme à l'extérieur. Je sais que la violence y règne. Heu, il y a la violence du personnel, c'est parfois des surveillances, c'est vrai, mais il y a aussi la violence entre détenus et tout ça, ça fait une espèce de monde qui à nous, bourgeois, disons, nous échappe. On ne le connaît pas ce monde, enfin on le connaît mal, je l'observe, mais je veux dire on n'est pas dedans et je suis persuadée que les choses changeraient si on y était tous un peu plus immergés, si on le vivait, si nos familles, nos enfants, nos proches vivaient cette procédure, oui. Vous évoquez le cas des violences conjugales en disant qu'elles Oui, sont de plus en plus présentes, aussi, dans ces audiences. Alors ça, c'est un problème, transclasse, oui, si je peux me permettre, tout et à là, fait. on peut comprendre ou on peut peut-être souhaiter la rapidité, d'une justice, que la main judiciaire passe rapidement aussi parce que pour, la victime de ces coups, évidemment Tout à si fait. si c'est prouvé, ça permet de préserver et de la mettre à l'abri en jugeant rapidement ce type d'affaires. Donc est-ce que c'est toujours mauvais? Non, mais ce qui est compliqué, voyez-vous, c'est que quand vous avez, comme à Paris, 18 dossiers à juger dans l'après-midi à partir de 13h30, eh bien, c'est très bien. Moi, je suis tout à fait d'accord que le conjoint violent, il doit être arrêté et il doit cesser de nuire et voilà. Mais c'est le nombre, si vous voulez, c'est le nombre, c'est l'accumulation qui fait que c'est mal jugé et mal jugé, c'est aussi une erreur judiciaire. Alors pour les conjoints violents, la comparution immédiate, oui, c'est très bien. D'abord, c'est un choc, peut-être salutaire, peut-être que ça leur apprend vraiment, parce que finalement, je pense qu'il y a que la trouille qui marche là. C'est pas raisonné, hein, je sais pas comment on en vient à frapper, sa conjointe ou sa compagne. C'est souvent ce que les juges demandent d'ailleurs. Ils disent: «Monsieur, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment on en arrive à frapper sa compagne». Pourquoi mais des coups, je vous assure, on à ces audiences et quand on entend, les coups et les blessures, les scènes qui se sont déroulées, la violence avec laquelle, ces femmes sont traitées, oui, ça m'arrive de pas être si triste que le type parte en prison. Vous décrivez, Dominique Simoneau, ces audiences comme des procès presque en dehors des règles. On va écouter les mots de Laurence Blisson, qui est secrétaire générale du syndicat de la magistrature, magistrate donc elle-même, et pour qui tout va trop vite. Tout va trop vite dans la comparution immédiate. Le problème, c'est que cette justice rapide, expéditive même, elle va renforcer le choix de la prison, parce qu'il n'y aura pas le temps d'évoquer des alternatives, parce que la justice n'a pas le recul sur les faits
Et ça veut dire qu'on va être souvent encore dans l'émotion. Il y a eu des études qui ont été faites et qui montrent que structurellement, il y aura plus de prisons à l'issue de la comparution immédiate. On est sur des taux de 80% presque de peines de prison qui auront été prononcées en comparution immédiate. Et entre la comparution immédiate et un autre mode de jugement, une personne a 8 fois plus de chances d'aller en prison et d'avoir de l'emprisonnement ferme. Il y a véritablement une sorte finalement de chaîne qui conduit dans la comparution immédiate de la garde à vue, de la privation de liberté au commissariat à la prison. Voilà, on parlait de ces professionnels de la justice qui se battent aussi pour améliorer le système judiciaire, qui sont aussi au cœur de cette machine judiciaire. Le facteur temps, Dominique Simoneau, pas le temps de préparer une défense, c'est-à-dire aussi pas le temps pour les familles d'apporter notamment des gages d'insertion pour les prévenus, les accusés. Mais c'est pas le temps non plus pour les victimes, pour formaliser leur douleur, l'agression dont elles ont pu être victimes. C'est du temps qui manque toujours aux comparutions immédiates. Ah, vous avez raison de souligner ça, parce que les victimes, c'est particulièrement choquant dans une société qui se dit tellement soucieuse du sort de la victime, qu'il a en quelque sorte sacralisé ce qu'on appelle les victimes, qui sont que des plaignants au moment où ils entrent dans la salle d'audience. Ils attendent des heures que vienne enfin leur tour. Et pour avoir parlé avec pas mal d'entre eux ou d'entre elles, ce sont des gens, ils sont pétrifiés sur les bancs. Ils vont revoir l'auteur, la personne qui leur a fait du mal. Ils attendent que vienne leur tour. Ils peuvent passer à 9h du soir. Hein. Donc, ça n'est pas un traitement tellement adéquat. Alors, on leur a affecté un avocat dit des victimes. Mais c'est pareil, l'avocat, il n'est pas un consolateur, c'est pas un confesseur, c'est pas un ami, c'est pas un proche, c'est pas... Bon, il va expliquer, cet avocat va leur expliquer, voilà, vous allez passer dans, je ne sais pas quand. Vous racontez notamment parmi ces chroniques d'audience le cas de Jamel qui a été condamné plus de 40 fois pour le même motif, braquer des voitures vides et puis après aller dépenser son argent au PMU. Et vous vous demandez comment un pareil dossier peut arriver en comparution immédiate sans un examen psychiatrique. On va le renvoyer, ça c'est des arguments soulevés aussi par l'avocat, on va le renvoyer une fois encore en prison sans se poser la question, quand fera-t-on un véritable travail de fond? Il faut rappeler que dans le système judiciaire actuel, l'audience est aussi le moment, logiquement, de la prise de conscience et aussi le début de ce travail de fond qui va permettre... pas forcément de réparer, mais pour le prévenu, l'accusé, s'il est condamné, de commencer ce travail qui lui permettra peut-être plus tard d'être réinséré aussi dans la société. Oui, mais hélas, comparaissent énormément de malades mentaux à ces audiences. Il y en a 33%, on l'évalue à peu près 33% en prison. Et étant donné que les comparutions immédiates sont les premières pourvoyeuses de prison en France, énormément sont envoyés par les comparutions immédiates. Mais vous voyez qu'un type comme Jamel, je me souviens très bien de lui, je parlais avec son frère me disait, il est fou. On lui a tout donné, on lui a donné un boulot, on lui a donné une bicyclette, on lui a donné à manger, on l'a logé à sa sortie de prison, mais il a recommencé, il ne peut pas s'empêcher. Bon, le juge dit, écoutez, monsieur, il n'y a pas d'expertise psychiatrique, tant pis. L'avocat le soulève en disant, écoutez, ça, comme vous l'avez dit, il est renvoyé en prison. Et le juge dit, vous tâcherez d'être soigné en prison. Pour qui connaît la prison, c'est pas le meilleur lieu où être soigné, vu les listes d'attente et vu le nombre de psychiatres qui y exercent. Une justice de classe, comme vous la qualifiez, à travers ces comparutions immédiates, est-elle forcément une moins bonne justice ? Le fait qu'on retrouve dans ces salles d'audience, c'est ce que vous racontez, des accusés qui sont dans leur immense majorité des hommes jeunes issus de milieux défavorisés, qui cette homogénéité sociale sur le banc des accusés aux comparutions immédiates, fait-elle cette homogénéité qu'ils seront moins bien jugés que les cols blancs que l'on retrouvera dans d'autres chambres du palais de justice pour d'autres affaires? Disons qu'ils sont traités avec moins d'égard, je ne crois pas qu'on s'adresse à Patrick Balkany comme on s'adresse à ce pauvre Jamel le dingue.
Ils sont traités beaucoup plus vite. J'ai jamais vu de manif de de condamner des comparutions immédiates. En revanche, ce que je sais, c'est que tout ce qui s'est passé en prison et dans la justice, tous les changements en bien, en mieux, ont eu lieu grâce au fait que, par exemple, eh bien, pendant l'occupation, des résistants sont allés en prison et ont compris ce qu'était la prison, et les choses ont changé un petit peu en prison. Ces prises de conscience, elles sont faites, elles ne peuvent être que le fait de la classe dominante. Malheureusement, la classe dominante s'en fiche de ces gens. Patrick Balkany a fini par être condamné. Oui, là, bientôt, on va savoir s'il est libéré. Moi, je ne souhaite pas du tout qu'il aille en prison. Je suis pas pour la prison. Mais je suis pas pour la prison pour eux non plus. Pour les prévenus des compas, je suis... Or, les comparutions immédiates, l'issue naturelle, comme disait Laurence Blisson, c'est la prison. Et vous êtes pour quoi alors, si vous n'êtes pas pour la prison? Pour des alternatives, vous voyez. J'ai fait ce métier d'éducateur, donc je sais que ça existe et que ça peut marcher. Ce qu'on appelle les chantiers extérieurs, la semi-liberté, ce qu'on appelle le bracelet électronique, le sursis avec mise à l'épreuve, il y a la contrainte pénale, il y a énormément de champs qui s'ouvrent, mais il faudrait renforcer les personnes qui peuvent les mettre en œuvre. On retourne au Palais de Justice et cette fois à la 10e chambre avec cet extrait du film de Raymond Depardon, Instant d'audience, un film sorti en 2004. Vous êtes condamné à la peine de 12 mois d'emprisonnement ferme. Le tribunal ordonne votre maintien en détention. En fait, c'est l'injustice, madame. Franchement, c'est l'injustice. C'est l'injustice. La première fois, je crois que c'est injustice. C'est l'injustice, ça. C'est ça, l'injustice. Vous avez 10 jours pour faire appel. Je sais, j'ai 10 jours pour faire appel. Ça, je le sais, je le connais. Vous me mettez un an pour quelque chose que je n'ai pas commis. Vous me dites j'ai 10 jours pour faire appel. Franchement, j'espère que vous dormez bien. C'est tout ce que je peux vous dire. J'espère que vous dormez bien. Ne vous faites pas de soucis. Les gens qui étaient subvenus tout ça pour le relaxer. Et moi, j'ai rien fait. J'ai rien fait. Ne faites pas de soucis pour notre sommeil. Non, j'ai rien fait, madame le juge. J'ai rien fait. Croyez-moi, j'ai rien fait. J'espère pour la première fois, vous voulez condamner un innocent, madame le juge. Le tribunal. Les caméras ici, je vous dis devant tout le monde. Vous voulez condamner un innocent. Pour un an, en plus un an. Pourquoi? Je n'ai pas fini. Le tribunal prononce une interdiction du territoire français pendant 10 ans et alloue à la partie civile une somme de 500 € à la partie civile. 500 €. Oh là là, elle est bonne cette justice-là. Monsieur Son West James. 12 affaires, 12 audiences suivies par le cinéaste Raymond Depardon en 2003, film paru un an après. Dans cet extrait, on entend la voix de la magistrate Michèle Bernard-Roquin, qu'il a pu suivre, femme exceptionnelle, qui avait aussi permis à ces images d'être tournées sur le moment. Vous parler justement à travers cette figure et cette voix de Michèle Bernard-Roquin du ressenti des magistrats qui ont à juger de ces affaires dans ce temps extrêmement limité, qui sont aussi à la tête de ces chambres. Parce que vous racontez, on a tenté de réformer ça, et notamment avec une circulaire de Marie-Lise Lebranchu, la garde des Sceaux, au début des années 2000. On a tenté de limiter le temps de ces audiences à 6 heures pour éviter qu'elles se poursuivent jusqu'au bout de la nuit. Vous racontez qu'en privé des magistrats, vous disent aussi prendre leur tour de bête, leur tour d'abattage. Oui, c'est vrai, ils le disent. Parce qu'ils savent bien, au fond d'eux, que ce n'est pas une bonne justice. Vous savez, l'autre jour, je suis restée jusqu'au bout de l'audience et le président, que je connaissais pas, me dit « Madame, vous êtes qui ? Venez, j'aimerais bien qu'on discute. Est-ce que vous nous avez trouvé très répressifs ?» J'ai dit « Oui, Monsieur le Président, vous avez suivi le parquet à la lettre. » Donc, c'est quand même qu'il y a un problème. Et puis, je dis notamment, et il y avait surtout une affaire qui n'était absolument pas en état d'être jugée, vous l'avez jugée quand même. Et il m'a avoué son impuissance. Il m'a dit, qu'est-ce que j'aurais pu faire? J'ai dit, vous auriez pu demander un supplément d'information. Je me retrouvais dans une drôle de position. Puis j'ai dit, d'autre part, cette affaire n'aurait jamais dû arriver là parce que il n'y avait rien n'était démontré ni prouvé. Je pense que c'est mal jugé, parce que où le type l'a fait, c'était un type qui avait laté la figure d'un témoin, d'une femme témoin. Il l'avait massacré. Il a pris 8 mois ferme. 8 mois ferme, pour moi, ça montrait que le tribunal n'était pas sûr du tout que c'était lui, ou qu'il trouvait l'affaire mal ficelée, parce que s'il l'avait vraiment fait, ça valait beaucoup plus. Donc, vous voyez, il y a toujours cette espèce de gêne,
Ils savent bien que c'est pas du beau boulot, hein, Mmh. pour la plupart. Mais vous racontez aussi les formules déplacées de certains magistrats, les sourires sardoniques, les tons condescendants, familiers, voire infantilisants. Et notamment ce juge qui a un prévenu en larmes dit « Bon, il est un peu géniard celui-là. Ça vous fait quel âge mon garçon ? 33 ans ?» Vous pensez que pour certains, ils sont de parti pris, qu'ils suivent trop régulièrement, que vous venez de l'évoquer, le réquisitoire du procureur ? Souvent, c'est le cas. Parfois, pas du tout. Parfois, les juges se montrent beaucoup plus indépendants que ça. Parfois, ils jouent le rôle, le parquet, le procureur du méchant, en réclamant des peines terribles et en sachant que son collègue du juge va amoindrir la peine. Mais c'est vrai que souvent, je trouve déplacé de dire à un type de 19 ans, monsieur, à votre âge, vous travaillez pas, faut vous remuer, monsieur, pour trouver du boulot. Du boulot, il y en a. Non, il y en a pas, malheureusement. Et je me dis toujours, mais ces magistrats, qu'est-ce qu'ils font leurs enfants dans la vie ? Ils sont au chômage ou ils sont en train de faire des études à l'âge de celui-ci qu'il est en train de juger ? Peut-être vous me trouvez trop manichéenne, trop, je sais pas comment dire. Angéliste, c'est le terme Angéliste, qu'on oui, utilise dans ces je ne suis pas situations-là. du tout, justement. Grâce à mon ancien métier d'éducatrice, je ne suis pas du tout. Mais je trouve ça déplacé, oui. Je trouve ça... Mais c'est vrai que de plus en plus, les juges sont de plus en plus calmes et techno. Il y a moins, je dirais, de juges dingues qui se lancent dans des grandes diatribes comme dans le temps. Vous disiez en ouverture de cette discussion, Dominique Simoneau, autour de votre livre « Coup de barre, justice et injustice en France » qui paraît au seuil que la nouveauté, la nouvelle sociologie, en tout cas sur cette dernière année, c'est l'arrivée des Gilets jaunes à la barre. Oui. On va revenir sur une affaire, 4 manifestants arrêtés et condamnés, affaire traitée par Europe 1. Prenez ce groupe de 5 manifestants venus de l'Essonne, au sud de Paris, entre 25 et 35 ans. Ce sont des collègues d'usine. Samedi matin, ils sont arrêtés un peu avant 11h, à quelques rues de la place de l'Étoile. Ils viennent de se garer et ils n'ont frappé personne. Ils n'ont rien cassé, mais ils sont venus avec des masques pour se protéger, disent-ils. L'un croit avoir entendu qu'il y avait du cyanure dans les gaz lacrymogènes. Des flacons de sérum physiologique également, mais aussi et surtout, pour la procureure, un sac de pétards. L'avocat des prévenus relève que c'était des pétards de farce et attrape autorisés aux enfants de 12 ans. La magistrate du parquet est convaincue que le petit groupe ne venait pas pour manifester parce que la situation avait à cette heure-là déjà commencé à dégénérer et qu'ils auraient dû alors faire marche arrière. L'un des prévenus a beau affirmer que son père est policier, qu'il ne lui serait jamais venu à l'idée de s'en prendre aux forces de l'ordre. Le couperet tombe, Mathieu, de 4 à 8 mois avec sursis pour 4 d'entre eux. Interdiction de mettre les pieds à Paris pendant 1 an. Le 5e, lui, une armoire à glace s'effondre en larmes, 3 mois ferme parce que déjà condamné à du sursis pour un accident de la route il y a quelques mois. Vous avez pris vos responsabilités, vous assumez, c'est la conclusion de la présidente du tribunal. Cette audience, cette affaire, vous la connaissiez, Dominique Simoneau ? Non, mais j'en ai vu d'autres avec des gilets jaunes où des gars sont partis en prison, oui, pour avoir... Ce qui ressort de vos comptes rendus, Dominique Simoneau, c'est qu'on a le sentiment, durant cette séquence à la fois politique, sociale et judiciaire, qu'un nouveau délit aurait été établi, celui de manifester. Un petit peu, parce que la conclusion de la plupart des gilets jaunes que j'ai vu comparaître, c'est quand on lui dit comment voyez-vous l'avenir, j'irai plus jamais manifester. Donc on se demande si c'est pas le but finalement d'envoyer pas mal en comparution immédiate, parce que tous, sauf les Black Blocs ou qui d'ailleurs ne se présentent jamais comme Black Blocs, ils sont pas dingues, mais la plupart disent j'irai plus jamais manifester. Et oui, certains sont partis en prison parce qu'ils avaient tout sur eux, cet attirail, des pavés. Alors, beaucoup de pavés, j'ai remarqué, étaient ramassés pour faire un souvenir sur la table de la salle à manger. Ça avait dû être un mot qui s'est passé entre les gens pour dire, surtout si t'es pris avec un pavé, dis bien que c'est un souvenir pour ramener chez toi. Mais oui, je pense que vous allez voir, quand on fera les statistiques de 2019, je pense qu'on aura beaucoup de gilets jaunes, beaucoup. Mais il y a eu des violences, il y a eu de la casse durant ces manifestations et cette mobilisation, ce mouvement des Gilets jaunes. C'était pas le procès de ces violences pour vous ? Bien, mais bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Simplement,
comme dans toutes les manifs, comme dans toutes les audiences auxquelles j'ai assisté, qui ont suivi les manifs violentes, très souvent, on attrape celui qui court le moins vite. C'est mathématique. J'ai vu des types s'enfuir, mais presque ils volent, tellement ils sont habiles, agiles et sportifs. C'est pas le cas toujours de ceux qu'on ramasse. Je dis pas qu'il y a que des innocents parmi les gens qu'on a ramassés, mais je pense pas qu'il y ait le gros des troupes qui ont tout fracassé. C'est une question qui s'est beaucoup posée pendant ces mouvements. Est-ce que la justice a, à vos yeux, œuvré de manière vraiment indépendante pendant ce mouvement des Gilets jaunes ? Est-ce que des consignes ont été données au parquet pour juger avec sévérité ces manifestants arrêtés durant ces mobilisations ? Est-ce que pour vous, la justice a, pendant cette période, fait office de contre-pouvoir, comme elle sait l'être, ou en tout cas d'institution indépendante ? Alors, j'ai parlé de deux sortes de magistrats parce que on a eu la preuve au Canard enchaîné. On a sorti cette note du procureur de Paris qui préconisait d'arrêter tout le monde, de ne pas relâcher les gens, de les laisser en garde à vue jusqu'au lundi, infraction ou pas. Mais comme ça permettait de contenir le monde et de ne pas les laisser ressortir pour qu'ils retournent manifester. Donc là, la justice n'était pas du tout indépendante. Elle était dans la main, disons, du ministre de l'Intérieur. En ce qui concerne le procureur. Mais aux audiences, c'est autre chose, parce que ce sont des juges du siège, donc normalement indépendants, et qui ont évalué ce qui se passait. En revanche, j'ai vu des juges du siège un peu péter les plombs à certaines audiences contre les Gilets jaunes, parce que sans doute ils en avaient marre de voir défiler des gens accusés de violence et sans savoir eux-mêmes s'ils étaient bien en face des bons ou pas. Merci Dominique Simoneau d'avoir été autour de cette grande table. Coup de barre, justice et injustice en France. Votre livre, vos recueils de chroniques publiés dans le Canard enchaîné paraît au Seuil. Rappelons aussi, enfin non je ne l'ai pas dit, que vous avez fait une pièce de théâtre à partir de ces comparutions. Elle va continuer à se jouer au Théâtre du Rond-Point. À partir du 8 janvier 2020, il y a eu une première session, ça continue. Comparution immédiate 2, une loterie nationale. C'est le titre de cette pièce inspirée de vos écrits. Et un film à venir de Robert Salis, Rendre la justice, ce sera le 13 novembre. Merci beaucoup à toute l'équipe de la Grande Table. Très bel après-midi sur France Culture. France Culture, l'esprit d'ouverture.